Ce petit ouvrage que j'ai écrit, ne pensez pas, j'ai fait des recherches. Je n'ai fait que piocher dans les livres des uns et des autres, en particulier Michel Carmona. Ce que je souhaiterais aujourd'hui, c'est qu'on puisse parler un petit peu de Gustave Eiffel, puisque c'est un Dijonnais, Oui. et qu'il a fait beaucoup de choses dans le monde entier. Oui. La famille Bonnickhausen, ce nom qui l'a poursuivi pendant longtemps, était arrivée à Paris en 1700. Bon, marié avec une Française. Et ce Bonnickhausen venait à côté de Cologne. Le père de Gustave était dans l'armée. Et quand les armées de Napoléon étaient dissoutes, eh bien, il a rempilé. Il s'est représenté comme simple soldat. Et en 1723, eh bien, il est venu en détachement avec son régiment. Il est venu à Dijon. Et c'est là qu'il a connu celle qui est devenue son épouse, meneuse, une fille meneuse, voilà. Et Gustave est né, ils ont eu 3 enfants. Gustave avait 2 sœurs. Et je savais depuis toujours que Gustave était né ici. C'était pas que Nicolas Rollin, ça s'appelait Faubourg-Douche. Parce qu'en 1981, Robert Rigaud, le sculpteur, les anciens de Centrale, ont offert, en souvenir de Gustave Eiffel, ce monument qui est de l'autre côté du canal, le révélé par Robert Rigaud. Et Robert Rigaud, j'ai eu le plaisir de le rencontrer et de faire sa connaissance. Et quand en 2013, le monde entier préparait les 90 ans de la mort de Gustave Eiffel, je m'en suis beaucoup occupée, parce que Dijon ne faisait rien. Gustave Eiffel, né ici, Bordeaux, Toulouse, Paris, New York, tout, Budapest, faisait des grandes manifestations pour marquer cet événement, et bien Dijon, rien. Et j'ai rencontré la famille Eiffel, si bien que le 15 décembre 2013, j'ai organisé, en présence du sculpteur Robert Rigaud, j'ai organisé une grande manifestation avec la famille Eiffel. Ils sont d'ailleurs venus dans cet appartement un peu de temps avant, en patientant, et cette réception se passait au bord du canal. Et la mémoire de Gustave a été évoquée. Donc Gustave était né le 15 décembre 1832. Et sa mère avait un commerce de charbon. Elle avait même obtenu la répartition des mines d'Épinac. Elle vendait du charbon. Elle avait un client important. C'était le brasseur, M. Regnault, qui habitait au Castel. Et le sens du commerce là poursuivant, elle a prêté de l'argent à ce M. Regnault pour qu'il développe davantage son commerce. Et en contrepartie, eh bien, les Eiffel sont allés vivre au Castel. Alors, Gustave avait 11 ans. Et il allait au Collège Royal, qui est maintenant le lycée Marcel Pardet. Et vous savez que Gustave Eiffel a écrit des milliers de lettres. Et toutes les archives, la famille les a déposées au musée d'Orsay. Il écrit comme ça, pour moi, toutes ces années de collège, avec leurs pensums, leurs retenues, leur habit de leçons apprises par cœur, le dégoût de ces séjours dans des locaux malodorants, sombres et froids, ont laissé dans ma mémoire la plus triste impression. Et c'est dans une lettre de Gustave à ses parents. Enfin, depuis, ça a beaucoup changé. Donc Gustave était là. Et il a concouru pour entrer à... Il a raté Polytechnique, il est entré à Centrale. Et il s'est principalement orienté sur le fer, C'était le début des constructions métalliques et tout ça. Voilà. Mais il n'est peu venu à Dijon. D'ailleurs, à Dijon, il n'a fait que le pont. On disait le pont Eiffel, c'était. Le pont qui était sur un système hydraulique. Quand les péniches passaient, là, il fallait surélever ce pont parce que le niveau d'eau n'était pas assez haut. Voilà. Et j'ai un attachement certain pour Gustave Eiffel et à sa famille. Vous pensez que des années, je dis, sur le guide touristique de la ville, pourquoi ne vous le mettez pas Dijon, ville natale de Gustave Eiffel? Ça remporterait tout. Quant à Robert Rigaud, ce monument qui a été installé en 81, il déplore qu'il soit... On ne le voit pas. On n'entretient pas.
Quand il était venu, il était revenu en printemps 2014 avec un ingénieur du Creusot. Ils ont fait un devis de restauration, 3 940 €. J'ai les chiffres en tête. J'ai porté le devis à la ville de Dijon en juillet 2014. Il ne se passait rien. En 2015, il ne se passait rien. J'ai correspondais toujours avec Savin Eiffel. Il a écrit à la ville de Dijon. On lui a répondu le 19 mars 2016. Eh bien, nous restaurerons les 2 poutrelles. Et en 2017, selon les possibilités financières de la ville, nous restaurerons l'oiseau. L'oiseau est en bronze, tout ajouré, vous verrez, c'est bien, c'est tout. Moi, je suis l'éternelle militante et l'éternelle révoltée. Pourquoi pas mettre cet homme à l'honneur? Pour la ville de Dijon, c'est une richesse. C'est merveilleux. Pardon. Françoise, j'ai bien compris tout ce que vous venez de me dire sur Gustave Eiffel. Il était mondialement connu Oui. par des ouvrages, par exemple sur le Douro. C'est quelque chose de fabuleux. Personne ne l'avait fait avant. Oui, en effet, Gustave Eiffel a été dans le monde entier. Et quand on pense, il est allé en Égypte, il est allé en Amérique. Et pourquoi? Bon. Il a été à Budapest. Les ponts, il en a construit dans toute l'Europe. Et on parle de lui, un qui a été particulièrement connu et apprécié, c'est au Portugal, le pont sur le Douro. Quand on parle du fameux pont sur le Douro, il s'appelle Maria Pia. Pourquoi? Ah oui, parce que l'inauguration a lieu, le roi Maria Pia, c'est la reine du Portugal. Et justement, c'était peu de temps après la mort de sa femme, il est allé là-bas avec sa fille Claire, qui écrit à sa tante. Ça a été une manifestation énorme, avec un succès. Alors sa fille Claire l'accompagne, et elle écrit à sa tante: « Comme il est beau, jamais la main de l'homme n'aura fait quelque chose de plus majestueux, de plus important. » C'est vrai qu'il est admirable, ce pont sur le Douro. Mais enfin, Gustave Eiffel, c'est un travail énorme. Le viaduc de Garabi, le pont sur le Douro, donc c'est une merveille. Et une particularité, il a fait à Bordeaux. Je vais me permettre de dire ce qu'il a fait. Le pont sur la Garonne lui donne du fil à retordre. Il lui faut enfoncer les piles du pont à 25 mètres sous le niveau de l'eau. Des caissons de métal recouverts d'une chape de béton et aux parois taillées en biseau, suspendues au-dessus du fleuve par des treuils avant d'être lâchés pour s'enfoncer, entraînés par leur poids, dans le lit de la Garonne, comme d'énormes cubes de plomb. Des cheminées par lesquelles l'air est insufflé à l'aide d'un compresseur installé sur un bateau, permettant d'accéder à la chambre de travail, un espace sans fond, et d'y faire passer outils et matériaux. Là, dans cette bulle, manœuvrent les ouvriers occupés à l'assemblage de volumineux tubes de fonte de 3,60 m de diamètre, à l'intérieur desquels on maintient une pression d'air empêchant toute infiltration d'eau. C'est extraordinaire. Une fois parvenu à la surface du fleuve, ces cylindres sont remplis de béton. Il va maîtriser au fur et à mesure de ses réalisations, jusque, vous avez compris, la tour du Champ de Mars, il y a des techniques avec ce fonçage à l'air comprimé. Il y aura des écueils, c'est sûr, et quelquefois de gros ennuis, mais enfin, la réussite universelle de cet homme-là, on est écrasé par son travail. Alors Françoise, cette fameuse tour Eiffel, elle était faite pour quoi au départ? C'était pour l'exposition universelle de 1789 qui marquait les 100 ans de la Révolution française. J'ai retrouvé dans les archives un rapport de M. Alfred Picard. Il était chargé du rapport général de l'exposition, remis au gouvernement. Alors il note dedans: dans la pensée de M. Eiffel, cette œuvre colossale devait constituer une éclatante manifestation de la puissance industrielle de notre pays, attester les immenses progrès réalisés dans l'art des constructions métalliques, célébrer l'essor inouï
du génie civil au cours de ce siècle, attiré de nombreux visiteurs et contribué largement au succès des grandes assises pacifiques organisées pour le centenaire de 1789. Et cette tour, il a eu un mal fou, il a été critiqué et tout. Et une fois réalisée, elle ne devait durer que 20 ans. Voilà, et aujourd'hui, il y a 7 millions de visiteurs par an qui ravissent la tour Eiffel. Il est parti de la tour Eiffel, c'était la chute. Il disait toujours, j'ai 2 ennemis dans la vie. J'ai le vent et le temps. Parce que quand il avait promis, par exemple, quand il a fait le viaduc de Garabit, il y avait un délai, il s'était engagé. Et puis le vent, tout ce qu'il a pu imaginer, le viaduc de Garabit, le pont sur le Douro, il fallait la résistance à l'air. Eh bien, tout ça, il le pensait, il le prévoyait. C'est vraiment un scientifique. Gustave Eiffel avait été sollicité pour réaliser le marché couvert, les Halles. Eh bien, figurez-vous que les Halles, c'est pas lui qui a enlevé le morceau, j'ose dire. Eh bien, il y a une lettre de Gustave qui écrit au maire de Dijon. « Monsieur le maire, vous me demandez de diminuer le prix de mon devis, mais je ne peux pas. L'augmentation du fer est telle qu'il m'est impossible de revoir mon prix. » Et du coup, c'est pas lui qui a fait les Halles. On s'est inspiré beaucoup de Gustave Eiffel, si vous connaissez les Halles de Dijon, mais ce n'est pas lui qui les a réalisées. À Dijon, il n'a fait que son pont, qui après a été élevé avec un système hydraulique. Bien sûr, des ponts, il en a fait beaucoup. J'ai remarqué dans le livre également qu'il avait fait le Casello des Sables d'Olonne, le magasin au Beaumarchais, Oui. et le Crédit Lyonnais Boulevard des Italiens. Et ça, oui. c'est formidable. Oui. Vous l'avez visité, Eh bien, je suis passé justement, encore hier j'en ai parlé à mon petit-fils parce qu'il va aller faire un stage au Crédit Lyonnais et je lui demandais si c'était celui du boulevard des Capucines. Parce que c'est un bâtiment, c'est une chose magnifique, étonnante. Oui, ça, il a fait beaucoup de choses. Il a fait aussi le pont de Cubzac. Et justement, la famille Eiffel, qui m'honore, qui m'a mise membre d'honneur, Robert Rigaud, nous sommes tous les deux membres d'honneur de l'association Les Descendants de Gustave Eiffel, et ils surveillent les travaux en cours. Et le pont de Cubzac, l'année dernière, était justement en restauration, donc on est tenu au courant des avancements des travaux pour qu'eux surveillent bien, hein, qu'il n'y ait pas de... Une petite anecdote sur Eiffel. Il essaie de se marier 6 fois, je crois. C'est vrai. Et alors? Et il a épousé finalement la petite fille de M. Regnault, ce brasseur qui était au Castel. Voilà. C'est formidable. Et il a eu 5 enfants. 3 filles et 2 garçons. Oui, Gustave Eiffel, pour moi, c'est le plus grand homme du monde. Je le soutiendrai toujours. Mais je lutte parce que... Pourquoi ne pas le mettre en valeur? C'est incroyable. Ce petit ouvrage, souvent, il m'arrive de le vendre ou de l'offrir. Et je mets ce grand ingénieur mondialement connu et admiré. Eh oui. Et le monde entier l'admire. Quand on voit ce qu'il nous a laissé. Nous avons fait connaissance d'un certain monsieur, Jean-Louis Charbonneau, qui a travaillé sur la tour Eiffel. Enfin, c'est Annecy. Il vient de s'installer à Dijon. Pour nous, ce sera précieux. Il nous a même montré des rivets pris sur la tour Eiffel. Et quand on pense, par exemple, il a fait aussi l'observatoire à Nice. Cette tour faisait 24 mètres de diamètre, cette coupole. Il y a le poids, c'était prévu d'avance, 55 000 rivets pour construire cette coupelle. Quant à la Statue de la Liberté, là aussi. Un domaine particulier auquel Gustave Eiffel s'est attaché, c'est la résistance avec l'air. Et il a fait des expériences sur par exemple les hélices d'avion, la vitesse de leur chute, la descente, tous les événements comme ça. Il a beaucoup travaillé pour l'aviation, avec les Gaudron, les Farman, et on ignore ce côté. Il a rendu de grands services à l'aviation.
Et il avait installé une soufflerie, d'ailleurs il y en a toujours une qui fonctionne. Par exemple, les modèles, comment dire, les voitures, ça passe dans cette soufflerie pour voir la résistance, et ça donne aussi pour la ligne, l'harmonie de la carrosserie, tout ça. Et ce domaine, on le connaît peu.